Bonjour Clément Sénéchal. Bonjour. Bienvenue au studio de la vie ouvrière. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre dernier opus qui s'intitule « Pourquoi l'écologie perd toujours ». Alors, je vais vous présenter à nos auditeurs. Donc, vous êtes diplômé de sociologie et de philosophie politique, vous êtes expert des enjeux climatiques, vous êtes également chroniqueur à l'excellente revue Frustration Mag sur les sujets écologiques, et vous y tenez notamment une rubrique ironiquement intitulée « Chronique de l'écologie bourgeoise ». Vous avez également été responsable ou porte-parole, je crois, d'une ONG environnementaliste. Absolument. Nous allons en reparler plus loin. Alors, bienvenue parmi nous. Je vais vous poser une première question qui concerne ce livre. Vous posez le concept, ou vous conceptualisez l'écologie du spectacle. J'y ai vu tout de suite une référence à Guy Debord, qui théorisait lui-même l'avènement de la société du spectacle. Et c'est sans doute pas un hasard si vous avez repris ce concept. On va donc démarrer sur la genèse. Comment vous est venue à l'esprit cette définition, finalement, de l'écologie du moment qui... Si on s'appuie sur Guy Debord, l'écologie du vrai, la vraie écologie ne serait qu'un moment du faux, de la fausse écologie. Oui, effectivement, alors c'est un concept, l'écologie du spectacle, qui est assez central dans mon livre. Pour reprendre la genèse, on se situe après les élections présidentielles de 2022, où on a encore une fois perdu, et où la société civile et l'ONG dans laquelle je travaillais s'est montrée absentéiste, en réalité, du scrutin et de la campagne. Et je me suis demandé à ce moment-là d'où venaient un peu ces dynamiques d'impuissance organisée, alors qu'on était une ONG avec beaucoup d'argent, très présente dans l'espace public. Et pourquoi, en fait, on s'arrêtait un petit peu toujours avant d'être utile. Et c'est le moment où j'ai eu l'impression, moi, de travailler dans une grande agence de communication qui faisait du marketing, mais qui évitait toujours que les actes, que les positionnements prête à conséquences réellement, qui évitait de se salir les mains. C'est-à-dire qu'ils aboutissent à des transformations concrètes, c'est cela ? À des transformations concrètes, à du rapport de force politique et ce genre de choses. Alors, de l'écologisme décorrélé du social et de l'agenda politique, on en vient petit à petit à l'écologie punitive. Et vous dites que cette écologie punitive, et on le constate tous, touche principalement et prioritairement les catégories sociales les plus vulnérables qui n'ont pas les moyens de faire de la sobriété ou de s'inscrire dans un processus qui peuvent trier leurs poubelles, bien évidemment, comme tout le monde, mais ça ne peut pas aller plus loin. Alors, comment s'est opérée cette bascule de l'écologisme un peu militant, comme ça, activiste, à un écologisme qui, au lieu de soigner finalement la planète et les plus vulnérables, finalement va les pénaliser prioritairement. Ouais, ce qui se passe dans les années 70, c'est qu'il y a deux styles d'écologie qui se font un peu concurrence. Il y a une écologie radicale, des luttes d'occupation au Larzac, en Bretagne, contre le nucléaire, qui obtient des victoires notables. Et il y a une écologie qui va s'institutionnaliser, précisément via les ONG, qui vont donner suite aux partis écologiques, à la naissance des partis environnementaux en Europe dans les années 80. Par l'intermédiaire aussi de certaines vedettes médiatiques qui viennent de la télévision. Donc là, on retrouve l'écologie du spectacle. Et donc, on va avoir une écologie qui va être codée comme distante de la question sociale, étrangère à la lutte des classes, sectorielle et en surplomb des clivages politiques. Et au final, parfaitement intégrée au jeu institutionnel. Et ça mène à des dynamiques d'embourgeoisement des professionnels de la cause. On passe des militants aux professionnels et aux technocrates. Et ce jeu d'institutionnalisation, en fait, il consacre la mainmise des classes bourgeoises, blanches en l'occurrence, sur le cadrage de l'écologie. Et donc le répertoire de réformes qui va être poussé, ça va être des réformes justement qui seront favorables en fait aux classes supérieures. Par exemple avec le principe pollueur-payeur, qui veut dire que si vous avez de quoi payer, vous avez le droit de polluer fondamentalement. Oui, comme on l'a vu avec les quotas carbone. Voilà, et d'où vient la taxe carbone précisément, qui est une taxe régressive sur la consommation populaire,
Il va taper les classes, Comme on le voit avec les ZFE, oui, voilà, et qui va actuellement très contestés. voilà, et qui va Tout à taper fait. les classes précaires, précisément, principalement en milieu rural où on a besoin de sa voiture pour se déplacer. Alors que si on parle de groupes sociaux qui ont déjà l'empreinte carbone la plus faible en fait dans le pays à raison de leur mode de vie. Et ça n'a pas gêné. Donc c'est ce qui a mis le feu aux poudres des Gilets jaunes, qui est un mouvement intéressant, qui sont problématisé la question du partage de l'effort. Mais ça n'a pas gêné les Yannick Jadot, qui était directeur des programmes de Greenpeace à l'époque, ou les Nicolas Hulot, puisque c'était la revendication principale pendant le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy en 2007. D'accord. Alors justement, puisque vous avez évoqué les Gilets jaunes, vous les qualifiez comme, on est je crois dans les années 2018-2019, c'est ça ? Vous les qualifiez de meilleurs mouvements écologiques de l'histoire récente. Pourquoi ? Dans la mesure où les Gilets jaunes ne se sont pas insurgés pour venir défendre des bassines de rétention d'eau ou... Parce qu'ils ont problématisé précisément cette écologie bourgeoise en contestant la taxe carbone. C'est-à-dire que l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de réduire sur l'écologie, c'est de réduire notre empreinte matérielle globale, générale, ce qui derrière pose la question de la répartition des efforts de sobriété à fournir. Par qui est-ce qu'on commence ? Si on commence par les classes populaires, évidemment c'est une écologie qui est punitive, qui se double d'une violence symbolique aussi par l'éco-citoyenneté morale, les injonctions aux éco-gestes, etc. Ou est-ce qu'on commence par une écologie punitive pour les plus riches ? C'est ça la question. Donc ce partage de l'effort, nécessairement, il invite à penser les antagonismes sociaux, donc l'ordre social, donc la position des uns et des autres au sein du mode de production. Et donc ça nécessite de penser la redistribution des richesses. Et donc les fondements de notre système économique. Et c'est contre ça que se mobilisent quelque part les Gilets jaunes, avec des mots d'ordre qui sont beaucoup plus politiques en réalité. Ils se politisent très vite, les Gilets jaunes. Ils se politisent très vite et beaucoup plus révolutionnaires que toutes ces ONG installées à lesquelles j'appartenais, qui considéraient que peut-être on pouvait obtenir des avancées sous Emmanuel Macron, ce qui était complètement illusoire. Néanmoins, alors ils ont peut-être obtenu quelque chose de la part d'Emmanuel Macron, et puis le mouvement s'est arrêté pour cause de la crise sanitaire, Covid-19. Alors il y a deux choses. Ouais. Oui. Le mouvement s'est épuisé, à mon avis, à cause de deux choses. Effectivement, il y a le Covid qui arrive, donc qui rend les rues, la mobilisation dans la rue beaucoup moins praticable. Mais il y a aussi, il faut quand même pointer du doigt le rôle des écologistes patentés qui, comme Cyril Dion par exemple, qui ont vendu clé en main à Emmanuel Macron cette histoire de convention citoyenne pour le climat. Oui. Donc en octobre 2019, on essaye d'avoir une marche unitaire entre le mouvement climat et les Gilets jaunes, qui foire complètement parce qu'au bout de 5 minutes, il y a des gaz lacrymogènes et du coup, Greenpeace, qui n'est pas habitué à subir la répression d'État, invite tout le monde à quitter la marche. Donc en fait, fait la démonstration qu'il y a un hiatus infranchissable entre les marches climat qui seraient des mobilisations légitimes, une jeunesse parisienne, blanche, bourgeoise, qui a des raisons légitimes de se mobiliser, et les gilets jaunes qui sont étrangères à la capitale, qui sont une forme d'invasion barbare, des classes dangereuses. Et en fait, on voit que ça ne parvient pas à se combiner. Et ce qui se passe après l'échec de cette marche, disons, c'est qu'on va remettre sous cloche la controverse démocratique, l'enjeu écologique, avec la Convention citoyenne pour le climat, où là, le pouvoir va sélectionner des gens, les défrayer pour venir à la capitale, organiser des discussions pacifiées avec des experts d'ONG qui retrouvent leur zone de confort. Et donc ça va prendre tout l'espace médiatique et ça va aussi contribuer à éteindre le mouvement des Gilets jaunes. Puis bon. Néanmoins, les Gilets jaunes ont quand même produit une sorte de secousse, peut-être de prise de conscience aussi, parmi d'autres catégories sociales vulnérables ou ouvrières, ou qui n'arrivent pas à remplir, selon la fameuse formule, le frigo à partir du 15 du mois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont concerné beaucoup de personnes, et de là sont nés quand même, j'ai l'impression, que ça a fait des petits. Et d'ailleurs, au sortir du confinement, de la fin de la crise Covid, on voit émerger des collectifs qui regroupent plusieurs organisations, qu'elles soient syndicales, associatives, environnementales. Et par exemple, on a
le collectif Plus Jamais Ça, dans lequel, par exemple, avec lequel la CGT a cheminé un petit moment. Quel regard vous portez sur ces alliances un peu moi, je suis assez... attrape-tout Oui. Moi, je suis assez critique parce qu'effectivement, il y avait une fenêtre d'opportunité, comme on dit à ce moment-là. C'est-à-dire que la crise du Covid a suspendu un petit peu les dogmes néolibéraux en vigueur. On est entré dans une économie qui était plus administrée. On avait l'État qui était en position de force par rapport aux directions d'entreprises qui avaient besoin de divers subsides pour passer la crise. Et là, ce qu'on a vu apparaître sont effectivement ces collectifs, mais qui malheureusement, à mon sens, sont restés de pures opérations de communication. Donc c'était des collectifs qui étaient censés incarner une forme de mutation sociale de l'écologie ou de mutation écologique du syndicalisme et configurer, ou en tout cas incarner une forme de monde d'après. Moi, je propose plutôt à ce moment-là de poser dans le débat public des réformes économique de rupture avec le capitalisme et d'assumer que l'écologie ne peut pas être soluble au sein du capitalisme. La différence, vous y voyez une évolution quand même positive de ce qui s'est fait précédemment et qui a échoué ? C'est surtout la remise au goût du jour de ces luttes d'occupation qui ont perduré avec Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui a été une des dernières grandes victoires écologiques dans ce pays, la suspension de l'aéroport. Et c'est une écologie qui considère que le dialogue avec le bloc bourgeois au pouvoir est complètement inutile, voire contre-productif. Donc là, il y a une rupture dans la pratique avec ce que font les ONG installées, qui considèrent donc que c'est dans le rapport de force et la conflictualité qu'on peut obtenir des résistances fructueuses, qui considèrent qu'il y a un problème majeur effectivement avec le capitalisme et qui osent le nommer, qu'il faut de toute façon l'écologie est politique et donc il y a une nécessité de penser les luttes de manière intersectionnelle. C'est aussi en termes de méthodologie un retour de l'écologie par le bas, où on va contester l'extension du complexe capitaliste sur le territoire en manifestant contre des grands projets inutiles, donc en donnant un caractère situé, empirique et concret à la lutte, et ce qui permet aussi d'agréger des groupes sociaux qui sont pas forcément ou qui peuvent être antagonistes de prime abord et de créer des sociabilités militantes qui génèrent du pouvoir. Et c'est aussi des luttes où on accueille une forme de diversité des tactiques. On accepte que certaines franges de la lutte aient envie de dégrader du matériel et d'opérer une forme de violence défensive par rapport à la violence de l'État. Donc de toute façon, si vraiment l'écologie veut parvenir à ses fins, à ses buts, au but qu'elle se propose, on doit passer nécessairement par la lutte des classes. Je pense que la manière pour l'écologie de s'ouvrir à la question ouvrière, c'est précisément d'avoir un discours anticapitaliste et de se préoccuper de la lutte des classes en premier lieu et d'en faire un objet de centralité discursive ou dans la pratique. Je pense qu'il faut... il faut que les milieux syndicaux aussi continuent de se cultiver ou de se préoccuper autant qu'ils peuvent des évolutions écologiques, parce que de toute façon, l'écologie, encore une fois, c'est une question économique. Et après, on peut se rejoindre sur des revendications communes. La charte d'Amiens, c'est marrant parce qu'elle est souvent citée par les directions syndicales pour telle ou telle raison. Mais c'était quand même un syndicalisme révolutionnaire qui ambitionnait de se débarrasser du patronat. Grosso modo, si je dis pas de bêtises. Et de renverser le capitalisme. Et de renverser le capitalisme, du coup. Donc peut-être que si les directions syndicales revenaient à ce type de discours, on aurait aussi des convergences idéologiques, et ça c'est un point majeur pour la transition écologique, parce que le capitalisme, il organise la tyrannie au sein de l'ordre économique. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans un régime capitaliste, que vous n'avez pas la propriété des moyens de production, vous ne décidez pas en fait du contenu de la production, de son volume, de son périmètre, et donc de son encastrement dans les limites physiques de la biosphère. Et donc il y a un enjeu à libérer en fait la sphère productive pour mettre de la démocratie dedans, socialiser les moyens de production, et qu'enfin on est des travailleurs qui puissent élaborer en commun un mode de production qui soit respectueux des limites physiques de la planète. Il y a une actualité qui est hélas plombante, c'est le cas de le dire, puisqu'on vient de voir qu'une loi contre les nicotinoïdes, qui s'appelle loi du plomb, vient d'être votée dans des conditions assez extraordinaires. Elle va passer au Sénat, elle ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale. Les travaux de la 69 vont reprendre.
Il y a le scandale des eaux Nestlé avec la complicité de l'État au plus haut niveau, l'agriculture qui se meurt, le déclin de l'industrie qui n'aura même pas eu le temps ni de se greenwasher, ni de modifier ses modes de production. Et puis, voilà, et autres régressions écologiques. Donc on a l'impression que non seulement on n'avance pas, mais qu'on régresse et à grande vitesse. Alors j'ai noté que votre livre s'ouvre sur une citation d'Honoré de Balzac, qui est la suivante. Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement. Vous, qu'avez-vous trouvé après tout vos désenchantements ? Quand même le sens du devoir dont j'arrive pas vraiment à me départir. C'est-à-dire il y a quand même une présence de la conscience humaine chez chacun de nous et donc un sens de l'intérêt général qui est quand même difficile à étouffer, hein, qui finit toujours par nous relever et à nous ramener vers la lutte. Et voilà, je pense qu'on a bien vu par exemple dans la crise du Covid qu'il y avait un dévouement des gens, qu'on est en capacité de refaire société très vite sur des bases différentes, et je pense que l'histoire peut basculer assez rapidement. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. De toute façon, ça ne sert pas à grand-chose de se morfondre, il faut plutôt réussir à se tenir sur la crête, sur la brèche des événements. Donc voilà. Moi, je réfléchis pas tellement en termes d'optimisme ou de pessimisme. De défaitisme. Non. D'accord. Voilà, merci Clément Sénéchal d'avoir répondu à notre Merci à vous. question.